Alors, nous allons accueillir maintenant Paul Smith, professeur d'histoire de l'art à l'université de Warwick, et surtout, par rapport à la conférence d'hier, un des enfants de Radcliffe, puisqu'il a été formé par cette belle école. Et lui aussi va nous parler de Gasquet. Il se trouve qu'à la Méjeanne, on a un fonds Gasquet qui est tout à fait important, où se situent d'ailleurs les 19 lettres en question, là, dont nous avons le facsimilé, hein. Et Paul Smith a travaillé dans ce fonds et a essayé de voir dans la correspondance vers Gasquet, en dehors de Cézanne, hein, les gens qui ont écrit à Gasquet ou les gens auxquels Gasquet a écrit. Et il va nous dire le résultat de ses recherches dans ce fonds. Je vous signale qu'il nous a fait un très bel article aussi dans le bouquin qu'on vient de sortir sur l'atelier des Lauves. Il a un regard sur Cézanne, sur la Sainte-Victoire, qui est tout à fait intéressant, hein, où il vous montre, selon les heures du jour, comment Cézanne changeait sa façon de peindre la Sainte-Victoire. Je vous conseille cet article, hein, il est tout à fait intéressant. Est-ce que vous pourriez m'entendre? Ça va aller? Yeah, OK. Je vais parler en français de façon. But first, just to say in English, if this were in English, the title would be Carrying Coals to Newcastle. Thank you. Right. Mon histoire commence ici, au jazz de Buffon, avec ce portrait de Joachim Gasquet. Je tiens à remercier mon amie Laura Perramont de m'avoir fait visiter en juin. Vous êtes là? Non? OK. Évidemment, je montre ce tableau parce que je vais parler du fonds Gasquet à la Bibliothèque Méjeanne pour raison de commodité. On peut ceci diviser en trois parties. Premièrement, les lettres écrites par Cézanne à Gasquet. Deuxièmement, les lettres que Gasquet a reçues de ses amis et celles qu'il a écrites à sa femme qui font mention toutes de Cézanne. Et enfin, les manuscrits des livres écrits par Gasquet qui font allusion à Cézanne de manière plus indirecte, des romans, etc. Les lettres de Cézanne sont bien connues car elles ont été publiées par Jean Riewald en 1960. Les autres documents sont moins connus et n'ont pas été publiés, à ma connaissance, avant la fin des années 1990. Peut-être je me suis trompé. J'ai publié une partie des informations que j'ai mentionnées dans un article de 1998 sur Gasquet et d'autres dans le catalogue de Cézanne et Provence de 2006. Et je vais revenir sur ce sujet aujourd'hui et tenter de rectifier certaines erreurs et lacunes dans mes précédents travaux. Mais avant de poursuivre, je dois reconnaître les travaux importants réalisés par d'autres chercheurs sur le même fond, notamment Isabelle Kahn, Jean Colrat, Nancy Locke, Neil McWilliam et surtout Nina Athanasoglu-Kalmar. Super parler de ça. OK. Je dois également reconnaître que le premier spécialiste de Cézanne à s'être intéressé au document qui se trouve aujourd'hui dans les archives Gasquet fut John Riewald dans les années 30 du dernier siècle. Il souhaitait découvrir si les conversations de Gasquet avaient consignées dans son livre avaient un rapport avec les idées exprimées par Cézanne dans ses lettres. Cette histoire assez étendue, Riewald, Riewald se souvient d'avoir rendu visite à la veuve de Gasquet, Marie, vers 1930 pour s'enquérir des lettres, mais elle lui a répondu qu'elle a placé les lettres dans le tiroir d'un vieil table qu'elle avait vendu depuis. Mais, bien sûr, quelques années plus tard,
Marie, on avait en fait conservé les lettres. Et en 1952, elle les a données à Méjeanne. Riewoldt a ensuite informé par Bruno Durand, bibliothécaire de la Méjeanne, mais lorsqu'elle a écrit au Méjeanne pour obtenir l'autorisation de publier les lettres, on lui a répondu qu'il ne pouvait pas le faire, car l'ensemble de la donation était sous embargo jusqu'en 1982. Néanmoins, Riewoldt les publia dans son livre Cézanne, Jouffroy et Gasquet, paru en février 1960, avec l'aide d'Henri Mouret, alors maire d'Aix. La politique française, ça continue. Marie, par coïncidence, peut-être, mourut le même mois. Après ou avant, je ne sais pas. Et Riewoldt a conclu enfin que, je cite, les conversations imaginaires transcrites par Gasquet n'ont pu être basées que dans une très faible mesure sur les lettres de Cézanne. Dans le même livre, Riewoldt cite également un article de Jacques-Émile Blanche datant de 1921. J'ai écrit les dates en mots parce que c'est impossible pour les Anglais de comprendre les dates en français. Qui déclare, alors, Jacques-Émile Blanche, Gasquet imagine un Cézanne héroïque, lyrique, qui est un surhomme provençal et un peu Gasquet lui-même. Ce dialogue platonicien entre Cézanne et le poète n'est autre qu'une conversation de Gasquet avec Gasquet et les multiples dieux de son Olympe. La copie manuscrite de cet article que je vous montre provient des documents de Riewoldt conservés à la National Gallery de Washington. Et celui-ci a été envoyé par l'historien d'art Pierre Engrand. Ouais. Et cette lettre de 1966 suggère que Riewoldt a également été influencé dans son opinion sur Gasquet par Louis Orange. Il atteste en particulier de la version du peintre pour les universitaires qui se réunissent chez Gasquet. Un autre écrivain dont l'opinion rejoint celle de Riewoldt est Edmond Jaloux, qui a rencontré Cézanne chez Gasquet. Il déclare dans Les Saisons littéraires de 1921 que le livre de Gasquet attribuait au peintre, je cite, des phrases qui appartiennent à Gasquet lui-même. Cependant, dans cette lettre adressée à Gasquet en 1897, Jaloux lui dit à propos des promenades qu'ils avaient faites ensemble autour d'Aix, « Ce qui m'a plus frappé, c'est l'harmonie de cette ville, ces beaux paysages de Paul Cézanne que j'ai vus l'autre jour chez vous m'ont frappé par de semblables qualités. Je l'admire maintenant avec ferveur. Dites-lui bien combien j'étais heureux de le voir et de vous voir aussi, de voir aussi quelques-unes de ses œuvres. Il existe donc des preuves que Cézanne, Gasquet et ses associés littéraires ont au moins échangé des idées. D'autres écrivains dans l'entourage de Gasquet étaient désireux de s'engager dans le dialogue avec Cézanne. Parmi eux figurait Eugène Montfort, l'un des fondateurs du mouvement naturiste. Dans cette lettre de 1898, l'artiste remerciait l'écrivain pour lui avoir offert une, je cite, œuvre littéraire par l'intermédiaire de Joachim Gasquet. Il ajoutait « J'aurai le plus grand plaisir à en prendre connaissance ». Ça, c'est Cézanne. Si vous souhaitez en savoir plus sur la conviction de Montfort, je vous invite à consulter l'ouvrage de Nina Kallmayr, Cézanne en Provence, ainsi que son livre plus récent sur le monisme. Je me contenterai ici de mentionner que le roman Cher
publié par Montfort en 1898, est une série de réflexions quasi philosophiques sur l'amour sexuel, quasi philosophique et adolescent. Je vous épargnerai toutefois les détails et je citerai plutôt son exposé du naturisme publié la même année. Il y écrit: lorsque deux êtres se découvrent leur âme, ils communient. C'est ce qu'on appelle l'amour. Et ce qu'il y a de plus merveilleux dans la vie, c'est la plus claire fontaine de beauté, et préparant ainsi l'avènement de l'humanité de Dieu. Alors, l'amour, l'âme et Dieu sont donc intimement liés dans la cosmologie de Montfort, et il en va de même, comme nous le verrons, avec Gasquet. Ah, vous avez la mauvaise... Non, ce n'est pas la mauvaise. OK. En lettre du poète Marc Lafargue, Marie Gasquet de 1906 apporte une simple preuve supplémentaire du dialogue entre Cézanne et les associés de Gasquet. Dans cette lettre, il évoque les promenades qu'ils ont faites ensemble à cette époque au Tollenay et à la colline des pauvres. Elle ajoute « Veuillez présenter mes meilleurs souvenirs à Cézanne ». J'ai publié cette lettre dans mon article sur Gasquet. Ici, j'ai également spéculé sur les similitudes entre la manière dont Cézanne traitait les arbres et ce poème tiré du recueil de Lafargue, publié en 1903, L'âge d'or. Et lorsque j'ai enfin pu voir l'exemplaire de Cézanne dans la collection Carlton Lake à l'université d'Austin, Texas, j'ai constaté que les pages du livre n'étaient pas coupées. Il n'a jamais lu. Mais culpa. Dans la même collection, heureusement, on trouve un exemplaire dédicacé de l'essai sur le naturisme de Maurice Leblanc, publié en 1898. Il a été ouvert par Cézanne, bien qu'il a lui fait un complément ambigu en disant que son œuvre avait survécu malgré son excès de naturalisme. Leblanc a rencontré Cézanne par l'intermédiaire de Gasquet. C'est du moins que je laisse entendre cette lettre de 1920 dans laquelle il a créé son ami. Je n'oublie pas que c'est toi, voici plus de 20 ans, qui m'initia aux fortes beautés d'Aix, le Tollenay et le barrage Zola. La famille d'Émile Zola éprouvera le plus grand, plus profond plaisir de ce poème que tu composeras, où tu évoqueras sans doute la figure de Cézanne et toute la splendeur de cette campagne aixoise. Okay. La relation entre Cézanne et Georges Duménil, le professeur de philosophie de Gasquet, est particulièrement importante. Okay. Les archives Mégin contiennent 3 lettres de Duménil concernant le don des tableaux par Cézanne à Duménil en 1897. Nina en a publié 2. Ce dernier lettre, de 1899 est révélatrice de notre manière. Duménil y décrit comment, alors qu'il était en vacances près de Grenoble, je cite, « Nous avons vu un vieux noyé dont les bras amoureux de Cézanne n'embarrassaient pas la moindre branche. » Il se peut donc que Cézanne a réellement éprouvé de l'affection pour les arbres après tout. Gasquet, en tout cas, se souvient qu'il aimait l'olivier dans son jardin au Louvre comme un ami. L'amour de Cézanne pour les arbres transparaît également dans l'ouvrage « L'humanité des paysages », publié par le philosophe
en 1899. Nous devons cette importante découverte à Jean Collrat. Dans cet ouvrage, le protagoniste déclare « Il faudrait que les esthètes attentifs à leur moi vissent le peintre Paul Cézanne courir dans la campagne, embrasser un arbre et s'écrier « Quand je voudrais celui-là, le transporter sur ma toile ». Le bon artiste n'imagine pas qu'il puisse rien faire de mieux que de rendre avec son pinceau l'objet auquel son âme s'attache, auquel elle se donne et elle se voue. End quote. Jean Collrat a démontré que Cézanne a développé des idées similaires dans son monographie. Il en conclut que Gasquet attribuait effectivement à Cézanne une vision kantienne de la subjectivité que tenait de Duménil. Gasquet s'adresse ainsi à Cézanne. Le paysage se reflète, s'humanise, se pense en moi. Je l'objective, je le projette, la fixe sur ma toile. L'autre jour, vous me parliez de Kant. Je vais bafouiller peut-être, mais il me semble que je serai la conscience subjective de ce paysage comme ma toile en serait la conscience objective. Je ne suis pas une universitaire. Je n'oserais pas m'aventurer ainsi devant Duménil. En effet, il semble autant plus improbable que Cézanne ait dit cela, étant donné son aversion pour les universitaires. Mais ce n'est pas tout. Car si l'on croit Cézanne avait l'habitude de réciter le vers suivant chaque fois que quelque chose lui rappelait son passé. Je cite, « Objet inanimé, avez-vous donc une âme qui s'attache à notre âme et la force d'aimer ?» Et comme vous le savez, ce vers est fait tirer de Milly, la terre natale d'Alphonse de Lamartine. Et non seulement Gasquet, mais aussi Vallard attestent de l'enthousiasme juvénile de Cézanne pour ce poète. C'est important car cela suggère que l'animisme de Gasquet faisait écho aux convictions que Cézanne avait héritées du romantisme. L'animisme de Gasquet, de croyance selon... Is this the right slide? Yeah. Le monde matériel possède une âme est déjà manifeste dans l'article 1899 sur Cézanne qu'il a publié dans Les Mois dorés. Ici, Gasquet écrit « Cette âme provençale, Paul Cézanne nous l'apporta. L'attitude tourmentée ou pensive de ces roches, le rouge sang qui fait couler en tumulte sous la terre déchirée, l'air vivant, éblouissant, qui fait de toutes ces toiles comme autant d'autels dédiés au père du soleil et du vent, toutes ces nobles fonds nous indiquent que de paroles vont jaillir, quand au temps biblique des arbres et des pierres. Tout attend un sauveur, le monde veut un maître, l'âme de Provence veut descendre en quelqu'un. Pour réitérer ce que j'ai dit ailleurs, l'idée de Gasquet selon laquelle l'âme de la Provence s'incarnera trouve son expression la plus littérale dans son poème « L'Enfant » qui fut publié pour la première fois dans le Pays de France en 1999, et puis sous la forme d'un tirage à part. J'en ai plusieurs exemplaires. Le tirage, ceci est particulièrement intéressant car il contient une dédicace indirecte à Cézanne qui fait allusion au fait rapporté par Marie Gasquet, à savoir que le peintre a converti Gasquet à la lecture de Virgile. Voici, il écrit « Sur les pins du Tolonais, parmi les roches rouges qu'aime à peindre le vieux maître Cézanne, j'ai trouvé dans un Virgile ses feuillets. » J'ai réalisé depuis que Cézanne fait allusion à son propre poème dans ce livre sur Cézanne, dans le passage suivant, qui commente l'hostilité que lui témoignent les autres artistes. Dernièrement, un artiste voulant illustrer un poème dédié au grand solitaire, c'est-à-dire l'enfant, a barbouillé au bas des nobles vers le calembour
d'une tête d'âne contre laquelle, les yeux fermés d'horreur, un petit hameau décoche une flèche révoltée, mais de bon goût. Vous aimez Cézanne, a répondu celui-ci. Je le déteste. Je prends position devant la postérité. Un deuxième texte de Gasquet dans les Méjanes, qui est étroitement, oui, vraiment, ce roman est un volupté dans la douleur. Cette histoire sordide raconte l'histoire du poète Jean, récemment endeuillé, qui trouve du réconfort dans une liaison torride avec certaine Thérèse, qui pouvait être ou non, peut-être, la réincarnation de sa propre femme décédée, Claire. Thérèse est la femme aussi de son ami un peintre. Dans la première version écrite en 1897, ceci s'appelle Antoine. Dans la version définitive de 1898, il s'appelle Pierre. Bien que j'ai fait microfilmer les manuscrits, je les ai trouvés illisibles. Je suis anglais. Je dois tout donc avouer que je me suis basé sur le texte que j'ai publié pour mon article. Je me suis basé sur le texte publié pour mon article. J'ai depuis réussi à les transcrire à l'aide de technologies modernes et heureusement les deux passages du manuscrit consacré à Antoine sont repris presque mot pour mot dans la version publiée. Le premier décrit Antoine comme un animiste. Antoine Cézanne comme un animiste qui cherche à capturer l'âme de la nature ainsi. Antoine peignait avec ivresse. Sa toile, sur la toile, naissait devant les yeux du peintre quelque chose de victorieux, de rapide, de sûr, de plus fort que les rocs, plus beau que le soleil même. La mer, tout à coup, au milieu des couleurs, se développa dans une courbe transfigurée. Elle était là, sous le ciel, encore un être arrêté dans une pensée immortelle. Sur la toile éclatante dans cet espace étroit, l'âme entière du chaud paysage s'exaltait plus proche de Dieu. Et la nouvelle termine comme le roman complet. Malheureusement, c'est la mauvaise version de mon... OK, yeah. Le roman complet avec Antoine, un différent événement qui l'entoure, l'infidélité de sa femme, intéressé uniquement par, je cite, la recherche de quelques douloureux paysages où il put, en de belles couleurs, manifester l'éclatante présence de la logique dans l'univers. Alors, le rôle joué par la volupté dans tout cela est difficile à cerner. J'ai récemment découvert que Cézanne explique dans un article de 1897 dans La Plume que Nina a trouvé. Il a ici écrit « Les douces herbes, les chairs et les parfums, les 1000 aliments qui trouvent leur gloire dans les proportions humaines de notre corps, où les sentiments et les pensées sont possibles, où se connaissent enfin, sème tant de paysages et toute la matière éparse, la volupté est le plus active ouvrière de ces métamorphoses. » La volonté, en bref, est l'agent de la métempsychose. OK. Now, do I have 5 minutes? 7 minutes. Je me ralentis un peu. Donc, j'ai changé mon présentation, j'ai pas un écran pour celui-là. La volupté figure également dans une lettre citée par Jean Colrat, en partie, mais pas cette partie, qui montre que Gasquet négociait la vente d'un de ses derniers Cézanne en 1905. Dans cette lettre, il dit à Marie, « C'est vrai que je ne suis venu à Paris exactement pour vendre le Cézanne, mais je ne voudrais pas t'arriver sans promesse cette âme, parce que je veux ta volupté, toute ta volupté, épanouie, heureuse en récompense. » Il aimait Cézanne, mais il aimait sa femme mieux. Alors, ça nous donne une idée de type de personne qui fut Gasquet. Il est peu probable que Cézanne partageait ses croyances. Il ne fait aucun doute que Cézanne aura désapprouvé le lien que Gasquet établit entre la peinture et la volupté,
sa peinture et la volupté dans ce lettre de 1898 que l'écrivain envoya à sa femme depuis Videbon dans le Var. Cela réunit Cézanne le paysage, Dieu et la volupté en un seul et même élément. Je cite, « Moi, je m'emplis des paysages magnifiques dont je déverserai l'essence en toi. » I'm pretending I don't understand that. Il y a des bois de pin qui fait rugir Cézanne de joie. Partout transparaissaient les ossatus de fortes pensées. C'est la conception d'un Dieu que la nature réalise. Un vent tiède, à peine perceptible, berce l'épanouissement de grands pins dressés droits comme un sexe en émoi qui jaillit en plein azur. Yeah. No wonder she put them under embargo till 1982. Yeah, right. I can't do jokes in French. Je voudrais toutefois suggérer que Cézanne aurait éprouvé d'autres idées de Gasquet. Dans ce lettre que Maurice Denis lui envoie en 1915, après qu'il a été blessé pendant la guerre, la France et implicitement le Sud latin sont caractérisés comme le dépositaire de la raison divine ou de la logique, tout comme dont il y a une volupté dans la douleur. Je cite, « La poésie, la peinture, la raison française, la monarchie sont honorées par votre croix de guerre si fièrement gagnée. Notre vieux Cézanne n'était pas héroïque, mais qui n'était pas Dreyfusard, eut tressailli d'orgueil à la belle geste de son ami. » En effet, la lettre de Denis reprend les idées sur je cite, les tendances héroïques du sang latin que Gasquet avait développé dans son article à ce sujet dans les mois de Ré. Et que Cézanne décrivait comme les superbes lignes dans lesquelles vous exalterez le sang latin. En effet, dans un article de 1919, Cézanne et Mondian, Gasquet affirme que deux fois, dans ce vaste examen de conscience que notre peuple était en train d'accomplir, dans ces tranches où sont revisées une à une toutes nos valeurs françaises, que deux fois, dans la boue et sous les obus, en face de ces barbares qu'il détestait, et j'ai songé au vieux maître d'Aix qui peignait le Sainte-Victoire. Cézanne eut la passion de construire. Il est dans son art un des plus fermes assises de la race. Pour conclure donc, il serait erroné de penser que Cézanne adhérait sans réserve aux idées de Gasquet sur la race et sur l'âme de la nature. Mais lorsqu'ils étaient le plus proches l'un de l'autre. Mais il serait tout aussi erroné de penser que leurs convictions ne se recoupaient pas du tout. La question, pour moi, est entièrement différente. La suivante. Dans quelle mesure sont les idées de Gasquet visibles dans l'œuvre de Cézanne? J'ai mon opinion que je donnerai plus tard si vous voulez. Merci beaucoup.